Chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel bonheur de vous retrouver pour cette revue donc du 4 mars 2025. Les choses avancent tellement vite. Vous le devinerez, bien sûr. Aujourd'hui, on prendra le temps autant que possible de traiter de cette rencontre spectaculaire entre Zelensky et Trump. Autant le contexte, le lead-up derrière tout ça, le déroulement de la rencontre elle-même, mais aussi la question vis-à-vis des dérapages, embuscades. Certains ont parlé d'une embuscade, d'un dîner de cons qui avait été organisé d'une manière par Trump, comme quoi tout ça était prévu. Je pense qu'il vaut la peine qu'on revienne un peu sur le contexte, sur les enjeux avant la rencontre elle-même. Ensuite, il sera question des impacts pour l'Ukraine, la situation actuelle, des impacts pour l'Europe, le processus de paix lui-même, bien sûr, les derniers développements auxquels on assiste actuellement, particulièrement en Europe, ainsi que les prochaines étapes, tant pour l'Ukraine, comme je vous le disais tout à l'heure, que pour la Russie, les États-Unis et la relation plus largement aussi entre l'Ukraine et Washington. Ensuite, on a plusieurs vraiment nouvelles extrêmement intéressantes qui sont parfois en lien avec la rencontre entre Zelensky et Trump, parfois un peu plus indirectement, notamment d'abord ce processus de paix envisagé par l'Europe sans Washington. On aura l'opportunité d'en discuter tout à l'heure, des implications derrière tout ça. La force nucléaire européenne, un sujet absolument, pour pas faire de mauvais jeu de mots, un sujet explosif. Macron qui se dit prêt à ouvrir la discussion d'une force nucléaire européenne, donc de partager les armes nucléaires françaises, spécifiquement également quelques éléments de la force nucléaire britannique avec d'autres pays européens. C'est donc, vous le comprendrez, une discussion stratégique extrêmement importante et significative pour l'Europe elle-même. Moyen-Orient, on a des développements également relativement choquants alors qu'on apprend qu'il y aurait potentiellement une nouvelle invasion de Gaza qui se prépare par les forces israéliennes, alors qu'on se préparait à déployer jusqu'à 50 000 soldats dans la bande de Gaza au cours des prochains jours. Le Washington Post qui annonce une nouvelle ligne éditoriale, une ligne concentrée sur la liberté individuelle et la liberté des marchés. C'est donc, vous le comprendrez, un alignement un peu plus à droite du côté du Washington Post qui est endossé par Jeff Bezos lui-même. On reviendra un peu tout à l'heure sur les implications derrière tout ça pour les médias, plus généralement les conséquences derrière. Alors, sans plus tarder, c'est le sujet de l'heure, un peu, on dirait, à l'échelle internationale. En fait, ça m'a presque fâché quand ça s'est produit pour être absolument égoïste là-dessus, parce que je travaillais justement sur la question, vous le savez, là, des minerais, de cette entente qui était négociée entre Trump et Zelensky. C'est le dossier sur lequel je passais l'essentiel de mon temps depuis déjà environ 10 ou 15 jours. La recherche complétée, j'étais en train d'écrire en fait sur ce script lorsque j'ai reçu un appel de la part d'un recherchiste pour une radio qui disait « Est-ce que vous aimeriez commenter tel dossier à telle émission? » Je dis, de quoi vous parlez? Il me disait, bien, ce qui vient de se passer avec Zelensky, etc. J'avais même pas vu l'événement en tant que tel. J'étais justement en train d'écrire spécifiquement le script sur cette question. Donc, c'est ce que je veux dire parce que ça m'a presque choqué, parce que j'étais en train d'écrire que cette entente allait se faire, que c'était quoi les implications derrière ça. Et là, on a Zelensky qui s'en va faire cette espèce de... je n'aurais pas blâmé Zelensky, mais disons, on a cette scène à Washington qui se déroule et qui vient causer, semble-t-il, l'effondrement de l'entente. On y reviendra un peu plus tard, en fait. Tout nous indique que l'entente pourrait être conclue quand même, alors que Zelensky nous dit aujourd'hui qu'il est prêt à la signer, aussi étonnant soit-il. Donc, commençons d'abord avec le contexte. 12 février, autour du 12 février, 12 ou 13, si je me souviens bien, je me retourne à ma recherche exacte là-dessus, Scott Bessent, secrétaire au Trésor des États-Unis, est envoyé par Donald Trump en mission spéciale. Il est envoyé justement par train au milieu de la nuit. Il arrive à Kiev avec, dans sa valise, le document. Le fameux document de l'entente sur les minerais, les métaux stratégiques entre les États-Unis et l'Ukraine. Et l'intention à ce moment de Donald Trump, qui s'en cachait pas en passant cette mission, même si elle était au milieu de la nuit comme ça, par train vers Kiev, c'était surtout des inquiétudes pour la sécurité de Scott Bessent, bien sûr, c'est de s'assurer qu'ils sont en mesure de se rendre jusqu'à Kiev, donc on ferme les lumières, etc. Mais Donald Trump avait été très public avec cette visite de Scott Bessent. Il avait dit ouvertement, vous savez, en ce moment, on a notre secrétaire du Trésor, M. Bessent, qui est en route vers l'Ukraine. Il l'a dit ouvertement. Donc, l'intention derrière cette visite, c'était que M. Bessent revienne avec l'entente signée. C'était la première fois où l'on présentait aux Ukrainiens. C'est important de le comprendre. Il y a environ, on revient encore sur la séquence, autour du milieu du mois de février, lorsque cette négociation a commencé à prendre forme de manière un peu plus sérieuse.
Bessent se rend sur place et son ordre, sa mission de la part de la Maison-Blanche, c'est de revenir avec l'entente signée. Il fallait que ce soit fait sur le champ. Bessent arrive à Kiev. Une fois sur place, les Ukrainiens paniquent, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre connaissance de l'entente, ils n'ont pas eu le temps de préparer Zelensky à une contre-proposition, ils n'ont pas eu le temps d'étudier les paramètres et surtout eux-mêmes de préparer, si on veut, comme je le disais, une contre-proposition, qu'on puisse arriver avec « voilà ce que vous nous demandez, voilà ce qu'on demande en échange » et essayer de commencer cette discussion. Et ça faisait un peu partie d'une manière de la tactique de Donald Trump de se présenter, d'envoyer un envoyé spécial, de déléguer un envoyé spécial avec la mission explicite de revenir avec l'entente signée le soir même. On se fie un peu sur le fait qu'il y aurait très peu de marge de manœuvre pour l'Ukraine pour modifier l'entente et ses paramètres principaux. Donc, les conseillers de Zelensky paniquent, littéralement. On voit Bessent arriver et on lui dit « Monsieur Zelensky n'est pas prêt à vous rencontrer immédiatement, ça ira demain, il dort. Il a besoin de dormir quelques heures avant de vous rencontrer, ça ira à demain matin. » Bessent refuse. Scott Bessent lui dit « Je suis ici sous ordre du président Trump. On m'a demandé de revenir avec l'entente signée. Je ne pars pas tant que je n'ai pas rencontré M. Zelensky. » Et le lendemain, en fait, c'était le début de la conférence de Munich, la conférence de sécurité de Munich, qui, en soi, aura été extrêmement occupé en termes de développement stratégique, géopolitique, politique, etc. On se souvient du discours de J.D. Vance, ça avait beaucoup brassé, et justement, on s'attendait à pouvoir annoncer cette entente à la conférence de sécurité. Alors, on demande à Zelensky, non, tu nous signes tout ça immédiatement. On fait venir Zelensky, donc, qui sort du lit, qui est, s'il y était vraiment, on l'amène à la table de négociation, et Zelensky, de manière compréhensible, est en colère. En colère qu'on le force à se présenter à la table de négociation comme ça, qu'on convoque, en colère qu'on ait envoyé M. Bessent sous ordre de ramener une entente signée alors qu'on n'avait même pas présenté, si on veut, les paramètres précis à l'Ukraine. Zelensky est donc en colère. Et cette rencontre, dans un article en passant qui est... si je me souviens bien, qui relève du Financial Times, qui nous décrivait des sources à l'intérieur du palais présidentiel, comme quoi cette entente, cette négociation entre Zelensky et Bessent avait tourné au hurlement, que Zelensky s'était mis en colère contre le secrétaire du Trésor des États-Unis et qu'il avait hurlé contre lui comme quoi hors de question que je vende mon pays, c'est une entente inacceptable, etc. Donc, Scott Bessent, à ce moment, repart sans l'entente signée, avec publiquement la rencontre qu'on a, parce que ça aussi, c'est un événement qui vaut vraiment la peine de relever, c'est spectaculaire. La géopolitique, on ne peut pas dire que c'est pas divertissant. Immédiatement après cette rencontre, Zelensky et Bessent se présentent devant les médias, devant les caméras. Quelques minutes après s'être hurlé dessus derrière les murs du palais, sortent devant les caméras et disent, avec un Scott Bessent qui littéralement tremble des mains, qui dit « On n'a pas une entente maintenant, mais on l'aura bientôt. Zelensky veut signer l'entente, il faut juste qu'on négocie. » Et dès ce moment, bien sûr, Zelensky met l'importance sur les garanties de sécurité. Il veut s'assurer qu'il y a quelque chose en échange pour l'Ukraine. On avait parlé beaucoup de cette entente, des implications derrière tout ça, des tractations et des motivations des États-Unis pour obtenir les métaux stratégiques dans la question de la Chine, etc. Il y avait vraiment tout un contexte derrière ça qui menait Zelensky à essayer d'échanger quelque chose, à dire « Donnez-nous des garanties de sécurité si vous êtes pour prendre le contrôle de nos métaux stratégiques. Ça reviendra donc à un membership de l'OTAN. » Et puisque cette rencontre n'a pas été fructueuse, puisque Scott Bessent revient les mains vides, Trump est loin d'être content. Immédiatement, Trump se met à faire des reproches à Zelensky. Et donc, quand vous avez vu passer cette histoire comme quoi Trump parle de Zelensky, le traite de dictateur, c'est quelque chose qu'on n'avait pas traité à revue de presse. Ça me surprend, moi-même. Je pensais qu'on avait... C'est un peu difficile. Je pensais qu'on l'avait traité la semaine d'avant. Je viens me demander quand est-ce que ça s'est passé. C'était la semaine dernière. Trump traite Zelensky de dictateur. C'était une réponse un peu à tout ça. C'est parce que Trump, voyant le fait que Zelensky, à ce moment, refusait de signer l'entente sur les métaux stratégiques et de faire les concessions qu'on lui demandait, Trump commençait déjà à agiter le spectre d'une élection.
à remettre en doute la légitimité politique, démocratique, électorale de Vladimir Zelensky, à dire, vous savez, ça fait 2 ans qu'il devrait avoir une élection et son mandat, son expiration politique est dépassée et les gens en Ukraine ne l'aiment pas et il n'y a pas d'approbation. Et ces propos-là, donc, de Donald Trump, c'est de là que ça venait. C'est que Trump se fiait sur Zelensky, que l'entente allait être signée, que c'était réglé, que tout le monde était entendu. Quand il a envoyé Scott Bessent, c'est qu'il était vraiment sous l'impression, Trump, que Zelensky avait déjà accepté. Et il y a une raison. C'est parce que Zelensky, on en a parlé à la revue de presse, était dans une très mauvaise posture et il n'avait pas le choix d'au moins entretenir la discussion. Il ne pouvait pas dire un non flat. Il devait dire non, à moins que vous nous donniez des concessions additionnelles. À moins que vous nous donniez garantie de sécurité, à moins que vous veniez vous impliquer en Ukraine sur le long terme avec une garantie ferme. C'était la demande de Zelensky, mais jamais on a refusé fermement. Donc pour Trump, c'était une négociation très active. Et il allait avoir au bout de la ligne ce qu'il demandait. Inquiétez-vous pas, Zelensky va signer. Et donc, on a cette semaine extrêmement mouvementée dans laquelle on a Trump qui attaque Zelensky, Zelensky qui attaque Trump en retour, l'accusant d'être dans une bulle de désinformation. Ensuite, vous avez des déclarations de Marco Rubio qui sont extrêmement importantes en passant. Extrêmement importantes parce que Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, le lendemain de cette fameuse chicane entre Scott Bessent et Zelensky, eh bien, c'est la fameuse conférence de Munich, en Allemagne. Spécifiquement sur la question de l'Ukraine. Marco Rubio est sur place et parle avec Zelensky en marge de la conférence de sécurité. Et les propos qui sont rapportés par Marco Rubio à ce moment, c'est que Zelensky est parfaitement d'accord, qu'il est prêt à signer, qu'il tend la main, qu'il dit qu'il veut seulement négocier quelques éléments, mais que c'est une question de temps, ce sera signé. Quelques heures plus tard, Zelensky dit ouvertement qu'il est hors de question de signer tout ça, que c'est contre les intérêts de l'Ukraine et que c'est une entente essentiellement, qu'on dénonce la nature même de l'entente, l'idée du remboursement. Et là, vous avez Marco Rubio qui réagit presque instantanément. Attention, cet épisode est très important. C'est pourquoi je vous le décris. Où Marco Rubio nous dit « Quoi? C'est pas ça du tout qu'il nous a dit? » On a parlé avec lui hier à la conférence de sécurité. Il nous a dit qu'il allait signer, qu'il n'y avait aucun problème, qu'il était prêt à signer avec. Et là, après ça, il sort publiquement puis il va dire que ça n'a pas d'allure et qu'il a toujours refusé, qu'il est hors de question. Donc, Marco Rubio, encore une fois, parfaitement compréhensible, est un peu fâché et vexé de tout ça. Pareil pour Trump, à dire, il dit une chose en privé et il va dire une autre en public. En privé, il nous dit c'est réglé, c'est fait, c'est parfait. Et en public, il continue à négocier puis à demander pour des concessions. Et donc là, on a vu la Maison-Blanche commencer à devenir un peu plus impatiente. Et voilà donc le contexte dans lequel se tient cette rencontre entre Zelensky et Donald Trump et J.D. Vance. Alors que, après un peu de négociations en coulisses, après des réactions européennes très épidermiques, comme qu'on parle d'une entente coloniale, etc., en coulisses, les négociations continuent. Et maintenant, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, quels ont été les propos. Mais clairement, l'administration Donald Trump était sous l'impression que Zelensky avait accepté l'entente, ou du moins que c'était essentiellement un fait acquis. Parce qu'on a annoncé l'entente comme étant réglée. Zelensky a accepté. On l'a annoncé le jour même où on a publié la revue de presse. En fait, la semaine dernière, je vous disais, d'après moi, cette entente va se faire. S'il y a quoi que ce soit, peut-être même que ça va être confirmé au moment où vous allez regarder cette revue de presse. Pour bien faire, le jour où on a publié la revue de presse, l'entente a été annoncée dans le New York Times et dans les grands journaux de référence comme étant entendu, réglé, Zelensky a accepté. Et même, il va venir à Washington vendredi pour Kiss the Ring. Soyons clairs, c'était carrément ça. Parce qu'on voit la séquence. Zelensky qui a refusé, qui voulait rien savoir publiquement. Et là, on le fait venir aux États-Unis, à la Maison-Blanche. On nous dit que c'était de l'initiative de Zelensky. Je serais curieux. Je serais bien curieux de voir si oui, c'est encore plus spectaculaire. Parce que Zelensky vient donc à Washington sous l'impression, pour ce qui est de l'administration Trump, que c'est pour signer la fameuse entente. Que ce ne sera pas une négociation en public, mais bien une cérémonie de signature. Et le matin même, je voyais des déclarations de Zelensky, avant de s'envoler vers Washington, qui disaient « on cherche encore des garanties de sécurité ». Puis je me disais « What? C'est pas encore attaché ». Et là, je me dis « OK, ça va mal virer, clairement, ça va mal virer ». Et il y avait cette entente où eux étaient sous l'impression que ça allait se signer maintenant,
Et Zelensky, publiquement, dit encore des gros dossiers là, quand on parle. Non, on veut encore une garantie de sécurité. C'est l'équivalent de dire « J'ai acheté la maison, mais vous n'avez pas encore visité. » Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas encore fait de proposition. Le vendeur n'a pas accepté votre offre, mais vous êtes déjà en train de magasiner des meubles. Ça n'avait un peu aucun sens, là, la séquence à laquelle on assistait. Donc, Zelensky arrive à Washington d'abord, dans ce contexte. Le matin même, les sénateurs américains, spécifiquement Amy Klobuchar, Lindsey Graham, Parti républicain, Parti démocrate, inversement, pardon, démocrate et républicain. Deux appuis très forts de Zelensky, deux appuis très forts de l'Ukraine au Congrès américain, au Sénat, qui vont rencontrer Zelensky en matinée. Zelensky rencontre quelques législateurs et dans cette rencontre, avec Lindsey Graham, avec Amy Klobuchar, spécifiquement, on dit à Zelensky, attention, aujourd'hui, c'est crucial. Il faut que ça se passe bien. On ne parle pas de garantie de sécurité, ne mentionne pas ça. Concentre-toi sur l'entente de minerais. On disait « Today's about the minerals deal ». C'est ce qu'il disait à Zelensky. Aujourd'hui, « It's not about you », c'est à propos de l'entente, parle juste de ça. Et additionnellement, on lui parle du décorum à la Maison-Blanche. Ces conversations ont été rapportées en passant. Lindsey Graham lui-même a mentionné, lui avoir dit, avoir parlé avec Zelensky en disant « Attention, la Maison-Blanche, le bureau ovale, c'est the highest office in the land. Il faut montrer un certain décorum et on s'attend donc naturellement à ce que ce soit quelque chose de très diplomatique. » Zelensky arrive à la Maison-Blanche immédiatement. On a une scène un peu sortie tout droit d'un film encore où Trump se rend à l'extérieur pour accueillir Zelensky à la sortie de son véhicule, à la sortie de son escorte. Zelensky sort de l'automobile et les premiers mots qui sortent de la bouche de Donald Trump, c'est « Wow, you dressed up today ». Voyant que Zelensky n'était pas en complet, ne portait pas un complet veston-cravate, Trump lui fait remarquer en disant « Wow, tu t'es bien habillé aujourd'hui ». Zelensky donc arrive à la Maison-Blanche, cette conférence de presse, et c'est là que, encore une fois, là, il est à faire attention. Le contexte. On a décidé d'entrer les caméras. Certains disent que c'était une embuscade, certains disent que c'était planifié, Trump voulait donner un spectacle. Vous comprenez le contexte, là? De la perspective des États-Unis, de l'administration Trump, ça allait être une cérémonie de signature. Ça allait être un moment très cérémonial, très formel, dans lequel on allait essentiellement présenter un document qui était à peu près terminé, un framework, disait-on, qui n'était peut-être pas le contrat final, mais certainement comme les grandes lignes. Et Zelensky allait pouvoir le signer devant les caméras. Souvenez-vous de cet échange entre Rubio et Zelensky. Où Zelensky, on l'accuse d'avoir dit une chose publiquement et une autre en privé. Vous pourrez accuser l'administration Trump d'avoir entré des caméras pour un exercice performatif. Moi, je me demande si ça n'a pas un lien avec ça. Zelensky, à 2 ou 3 occasions, dans la négociation, a dit une chose en public et une autre en privé. A dit à l'administration Trump, oui, il n'y a pas de problème, on signe, et en public, c'est une entente inadmissible et inacceptable. Donc, de rentrer Zelensky dans le bureau ovale et d'amener les caméras, vous comprenez un peu l'initiative derrière ça. J'ai l'impression qu'on essayait de réduire autant que possible le déficit entre ce qui se produit en privé et ce qui se présente en public. D'essayer de rapprocher ces deux réalités-là autant que possible. Ça s'est retourné visiblement contre l'administration Trump parce que Zelensky, donc, arrive dans cette rencontre et, encore une fois, je vous le dis d'avance, je ne suis pas prêt à discuter de cette réunion avec des gens qui ne l'ont pas regardé. Insultez pas mon intelligence, s'il vous plaît, puis j'insulterai pas la vôtre en retour. Si vous n'avez pas regardé la séquence, allez la regarder avant d'en juger. Je vous interdis de tirer des conclusions à partir des titres et des spins médiatiques qui en ont été faits. Ce serait non seulement malhonnête, ce serait intellectuellement embarrassant. Alors qu'on sait que les médias sont tous partiels, vous ne preniez pas le temps d'aller voir. Et là, je ne vous parle pas de la séquence de 10 minutes qui a été clippée par les médias en question. Je vous parle de la conférence de presse complète. C'est pas 4 heures, faites un effort, c'est à peu près 30 minutes. Parce que vous allez voir, dans les 10, 15 premières minutes,
des choses qui n'ont pas été montrées dans justement ces segments clippés. Un Donald Trump qui était extrêmement respectueux vis-à-vis Zelensky. Parce qu'on était convaincus que c'était un événement qui se passait de là, que c'était en leur faveur, qu'on allait signer l'entente, que tout était réglé. C'était plus le temps de chercher le conflit. Alors, littéralement, Trump était mon allié, mon ami, courageux, blablabla. Les spins qu'on entend normalement vis-à-vis l'Ukraine, le discours habituel de l'Ukraine qui est la victime, qui se tient debout, Zelensky, le héros, c'était les termes dans lesquels s'exprimait Donald Trump. Et même qu'on lui pose la question, en passant, et ça, c'est un autre moment qui a été à peine relevé. Mais c'est un niveau de malhonnêteté. Parce que c'est important dans le contexte pour savoir comment cette rencontre s'est passée. On demande à Donald Trump, « Vous l'avez pas traité de dictateur la semaine passée, lui? » Et Trump, on l'a jamais vu faire ça, en fait, là. Regarde Zelensky, regarde la caméra, il dit, « J'ai-tu dit ça? » Je peux pas croire que j'ai dit ça. Prochaine question. « Did I say that? I can't believe I said that. Next question. » N'est pas prêt à répéter essentiellement retire ses propos devant Zelensky, devant les caméras. Pourquoi je vous dis tout ça? Je veux pas défendre Trump ou vous dire « c'est Zelensky qui est dans le trouble ». Non, non, non. Je veux que vous compreniez le contexte. Que l'administration Trump s'en allait vraiment pour scorer des points. Elle, dans sa tête, c'était pas quelque chose d'hostile ou d'agressif. Au contraire, ils ont sorti de leur chemin pour essayer d'aplatir et de repasser autant que possible tous les plis pour que ça se passe aussi bien que possible. Ensuite, Zelensky, dans les minutes qui suivent, montre une certaine hostilité. Il faut le reconnaître. Puis c'est pour ça que je vous dis, je suis pas prêt de discuter de ça avec des gens qui ont regardé le 10 minutes clippé où, bang, la chicane a déjà commencé essentiellement. Il faut regarder l'entièreté de la discussion pour voir justement un J.D. Vance, un Donald Trump qui était en train de faire un victory lap, un tour de victoire. Comme un gagnant de Formule 1 après avoir terminé. J'ai gagné, on est numéro 1. C'était pas vraiment un exercice de diplomatie, autant qu'un exercice performatif, d'un photo opportunity, si on veut. Alors que de l'autre côté, Zelensky était là vraiment pour essayer de remettre Trump à sa place, pour essayer de lancer un message, a utilisé cette opportunité pour passer, si on veut, les lignes de l'Ukraine quant à, on demande des garanties de sécurité, quant à la Russie et l'envahisseur. Et ce qui déclenche donc cette chicane, ce dérapage au milieu du bureau ovale, c'est une déclaration de Zelensky, en fait. Et vous pourrez dire, J.D. Vance a mal réagi. Oui, probablement. Tout le monde a mal réagi là-dessus. Ça, c'est très important de le comprendre. Tout le monde a eu l'air con. Tout le monde a eu l'air con sans exception. Et on reviendra un peu tantôt sur les impacts, les conséquences derrière tout ça. Mais arrêtez d'essayer de chercher quelqu'un qui a gagné, que quelqu'un a été un héros. Non, non, tout le monde a eu l'air clown. J.D. Vance a eu l'air d'un clown, une espèce de marionnette de Trump. Trump a eu l'air hors de contrôle, incapable de... Il a eu l'air d'avoir pas attaché ses affaires avant, désorganisé. Zelensky a eu l'air ingrat, a eu l'air indécent, a eu l'air de manquer de classe. Vous pouvez me dire, là, je vous prends pour ci. Non, non, non. Je vous dis ce que je vois. Ce à quoi on a assisté, c'est une scène pathétique. Et c'est pas de la faute de l'un plus que de l'autre. C'était une scène pathétique, un dîner de cons qui s'est retourné contre les organisateurs, mais c'est pas l'invité qui a bien sorti de tout ça. Il faut quand même faire un peu de discernement. Comprendre que dire une chose, ça veut pas dire son contraire. C'est pas parce qu'on vous dit que Trump a eu l'air con que Zelensky est un héros dans la séquence. Et c'est pas parce qu'on vous dit que Zelensky a eu l'air con que Trump a gagné contre Zelensky. Non, tout le monde a eu l'air imbécile là-dedans. Une chose peut être vraie et son contraire aussi. Ça veut absolument rien dire. Alors, quand Zelensky arrive et décide d'une certaine manière d'affronter les propos qui ont été présentés devant lui, c'est une décision, là. Il y avait l'option de juste rester diplomatique et de ne pas parler et de s'en tenir au huis clos et de déplacer la conversation un peu plus tard. Zelensky a pris la décision de montrer de l'hostilité, de confronter, c'est le bon mot, de confronter les propos qui étaient sur la table. On peut dire, il a raison de le faire, c'était pas des propos appropriés, peu importe. Vous ne pouvez pas remettre en doute ou remettre en cause le fait que c'était une manœuvre diplomatiquement risquée de la part de Zelensky, que ça impliquait socialement un peu de friction quand même de faire ça devant les médias et c'est exactement ce que dit J.D. Vance essentiellement, à dire
parlant de diplomatie, parlant de la nécessité de faire un accord de paix, Zelensky intervient avec une intervention tout à fait légitime, si ce n'était pas dans le contexte où il dit « Mais là, vous parlez de diplomatie, on a essayé, on a signé des ententes avec la Russie, on a signé une entente pour un échange de prisonniers en 2019, ils l'ont jamais respecté. Après ça, ils nous ont envahis en 2022. » Je dis « Vous parlez de quelle diplomatie, là, J.D. » Et c'est cette déclaration-là qui a fait exploser J.D. Vance. Le genre, il lui répond, vous avez vu la scène, j'imagine, le genre de diplomatie qui va sauver votre pays, Monsieur le Président. Et cette espèce de reproche qui vient immédiatement ensuite, comme quoi, en passant, je trouve pas ça approprié que vous veniez ici dans le bureau ovale pour, on dit litigate, pour argumenter tout ça devant le public et devant les médias américains. Le message est assez clair, c'est genre, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Watch out, là. Fais pas ça devant... Commence pas ça. Et le message, on a compris immédiatement qu'il n'y avait rien d'attaché, que la rencontre était vue d'une manière par l'Ukraine et vue d'une autre par les États-Unis. Si l'Ukraine s'en allait là pour essentiellement prendre des photos, négocier et peut-être essentiellement essayer d'avancer un peu son discours narratif, pour les États-Unis, on voulait vraiment que ce soit signé, réglé, et ensuite Zelensky repartait chez eux et c'était terminé. Donc, immédiatement. C'est pourquoi je vous le dis, il faut comprendre la réaction de J.D. Vance ensuite. Ça nous permet de mieux voir comment ça s'est passé tout ça. C'est un peu comme voir un souper de famille qui explose en guerre nucléaire. Il est important d'aller parler avec chacun des membres, comprendre qu'est-ce qui s'est passé les 6 mois avant, qu'est-ce qui a mené à cette culmination-là à laquelle on a assisté. Bien, la culmination, c'est un peu ça. Vous comprenez pourquoi je vous parle autant du contexte? C'est que pour les Américains, pour J.D. Vance, ils ont compris à ce moment précis que la rencontre est en train de déraper. Ils ont compris à ce moment précis que, il fucked us. Il nous a fourrés. Et c'est pourquoi J.D. Vance se met instantanément à venir un peu plus agressif et hostile. Je ne veux pas le défendre, mais aux yeux du contexte, on comprend que dans sa tête, il s'est entraîné immédiatement de panique quand il a vu Zelensky commencer à continuer à négocier une entente que lui estimait terminée et réglée. Voyait que cette rencontre sortait de leur contrôle, il avait échappé complètement. Et donc, il essaie de reprendre le contrôle et essaie de se rétablir et essaie de faire son... Tout le monde a eu l'air con. Tout le monde a eu l'air con. Zelensky ressort de ça. Trump le renvoie à la maison, essentiellement. Elle dit, va-t'en chez vous, on ne veut pas te revoir ici. Puis la conférence de presse annulée. Zelensky, en passant, on est dans je pense qu'on va l'aborder tout de suite. Zelensky, en fait, au lieu de quitter, ne quitte pas Washington. Il sort de la Maison-Blanche, certes, expulsé essentiellement, mais il s'est rendu à Fox News pour donner une entrevue avec Bret Baier. Et une entrevue pour le moins chargée, vous comprendrez. Là. Et d'ailleurs, Bret Baier, là-dessus, il faut le donner. Bon, c'est Fox News. On s'entend, on a toujours une espèce de biais pro-Trump. On a toujours une espèce de préférence, si on veut, pour le narratif de droite. Mais on a été relativement clément avec Zelensky. Je vous invite à regarder cette entrevue, qui est vraiment, c'est lunaire. Là. C'est des scènes qui relèvent d'un film. De voir cette scène de Zelensky qui sort et la chicane à la Maison-Blanche et au bureau ovale. Ensuite, ça sort et Zelensky qui va donner une entrevue immédiatement après. On n'a pas vu cette séquence. Immédiatement après, Zelensky se rend vers les studios de Fox News et explique ce qui vient de se produire. Et l'entrevue commence avec Bret Baier qui dit en passant « Merci d'être venu quand même ». On comprend que l'entrevue avait été prévue probablement avant l'échange et que Zelensky a décidé d'y aller, de juste maintenir son agenda. Donc, d'entrée de jeu, l'entrevue se concentre à savoir est-ce que votre relation avec Trump peut être sauvée? What now? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Zelensky passe essentiellement, je pense que c'est une entrevue d'environ 15 ou 17 minutes, quelque chose comme ça, passe l'entrevue entière à s'excuser. Et à essayer, ça aurait peut-être pas dû virer comme ça, et faut qu'on reste des partenaires, à essayer de réparer les pots cassés, avec un ton beaucoup plus conciliateur que ce qu'on avait vu dans l'après-midi. Est-ce que c'est culturel? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a mentionné cette possibilité, puis je vous avoue que je ne connais pas assez la culture russe, la culture ukrainienne, post-soviétique, etc., pour savoir est-ce que c'est juste une manière de discuter, est-ce que c'est juste dans comment on s'exprime, est-ce que c'est un écart entre le niveau d'anglais de Zelensky, est-ce qu'il voulait vraiment exprimer? Difficile à savoir, mais clairement, dans cette entrevue, Zelensky
est désarçonné, est désarmé. Il essaie vraiment de s'excuser, d'essayer de réparer autant que possible les pots cassés. Et l'entrevue se termine, en fait, avec Zelensky qui dit « On vous remercie ». Le peuple ukrainien remercie le peuple américain. Il dit « Your people saved our people ». Our people owe our life to your people. Il dit dans son anglais un peu approximatif, mais il dit, essentiellement, on comprend qu'il veut parler des peuples. De dire le peuple américain, on vous doit tout. En faisant écho un peu aux reproches de Donald Trump, comme quoi il n'a pas assez dit merci. Il n'est pas assez reconnaissant. Il n'a pas assez montré patte blanche. Et c'est ce que voulait le matin communiquer Lindsey Graham et Amy Klobuchar dans cette rencontre préliminaire avec Zelensky, d'essayer de lui faire comprendre, attention là, aujourd'hui, it's all about the minerals deal. Il faut que tu sois gentil, que tu serres des mains, que tu montres à tout le monde que tu es là pour les bonnes raisons. Et Zelensky, on le comprend, je ne suis pas en train de vous dire qui a raison ou pas là-dedans. On comprend que Zelensky était sous une pression énorme d'essayer quand même de maintenir une forme d'autorité, une forme de limite, de ne pas entièrement se conformer et plier un genou. Et c'est ce qu'on s'attendait de lui. C'est là que je comprends effectivement pourquoi on parle d'un dîner de cons. Effectivement, dans le contexte, c'est un dîner de cons organisé pour Zelensky. On s'attendait à dire, ouais, là, ça fait une semaine que tu nous dis que tu ne vas pas signer hors de question. Non seulement tu vas signer ici, à Washington, à Maison-Blanche, puis on va faire venir les caméras pour te filmer en train de le faire. Kiss the ring. Tu mets un genou à terre. C'était essentiellement, c'est ce qu'on veut dire par un dîner de cons. Absolument, on avait l'intention de faire un dîner de cons à Zelensky. Est-ce que c'était nécessairement une embuscade? Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Embuscade, ça suggère qu'on avait prévu de l'attaquer et de saboter ce deal et de... Absolument pas. Eux n'avaient pas l'intention de... Les Américains voulaient ce deal, voulaient l'entente. C'est une très bonne entente pour les Américains. Ils sont morts de rire. C'est le deal du siècle. Donc les Américains, non, c'était pas une embuscade, c'était un dérapage. Ça a dérapé, ce qui est encore pire. Une embuscade, ça présume une forme de machiavélisme et d'anticipation. On l'avait vu venir. On avait préparé tout ça. Le dérapage suggère plus de l'incompétence, un manque de la négligence. C'est essentiellement ce que ça suggère. Donc, attention, il y en a pas un qui est préférable à l'autre. Dans les deux cas, c'est embarrassant. Mais il est beaucoup plus question d'un dérapage que d'une embuscade. Lorsque Zelensky, ensuite, donc, de par sa réaction, à dire « je m'excuse » en passant, quand je vous dis termine l'entrevue à Fox News en disant « c'est votre peuple qui a aidé notre peuple, on veut autant que possible continuer la relation ». Il demande « est-ce que ça peut être sauvé avec Donald Trump ?» Il dit « j'espère, parce qu'on a besoin de vous, etc. » Et il termine en disant les pires mots. Moi, je suis un gars de com, j'entends ces mots-là et ça fait j'ai les dents qui se serrent ensemble parce qu'il a donné une très bonne entrevue à ne pas trop reconnaître qu'il avait commis d'erreurs, à dire essentiellement que c'était juste un malentendu, que peut-être qu'on s'est mal compris, peut-être que c'est juste que j'aurais dû être peut-être moins... Il n'a jamais vraiment voulu dire qu'il était hostile à Trump ou qu'il avait commis une erreur. Parce qu'on s'entend, Zelensky doit retourner en Ukraine, lui, demain matin. Et les Ukrainiens ont vu cette scène. Et vous avez vu l'ambassadrice ukrainienne qui regardait tout ça se passer au bureau ovale et qui se frottait le front. On a des images de l'ambassadrice ukrainienne. Nicolas, tu pourras peut-être les afficher à l'écran en même temps. L'ambassadrice ukrainienne qui se prend le front pendant que tout ça se... Parce qu'elle sait que c'est en train de déraper et que là, oh non, c'était le scénario catastrophe. C'était la pire chose qui peut se passer aujourd'hui. Zelensky doit retourner en Ukraine. Et on parlait des taux d'approbation, etc. Les Ukrainiens regardent ça. Eux savent qu'ils ont besoin des Américains. Donc, si ce qu'ils voient, c'est leur président qui, indépendamment, le dîner de cons, etc., si ce qu'ils voient, c'est leur président qui commet une faute, qui commet une erreur ou qui, les négociations vont pas bien, c'est Zelensky, c'est vers lui qu'on regarde, là. Elle se dit, mais comment ça? Pourquoi tu t'es chicané avec le président? Même s'il avait raison, même s'il avait tort, même si toi, tu avais raison, c'était pas le temps de chicaner. Donc, ce discours-là, il était clair qu'il fallait un peu le tuer en Ukraine. Il fallait empêcher que ça arrive en Ukraine. Et vous avez vu des centaines de bots ukrainiens instantanément rentrer sur les réseaux sociaux avec des « Zelensky est un héros, il s'est fait intimider, et ci et ça, il ressort de là ». C'est que c'était carrément une opération de maintien de l'opinion. C'était une opération, c'était un psy-up total. Zelensky, donc, qui sort de cette rencontre et qui dit les mots les pires, terminant son entrevue, «
And again, I'm very sorry for this. I'm very sorry for this. Je suis très désolé pour ça. C'est une reconnaissance implicite qu'il a commis une erreur. Et ça, je vous dis, c'était « Ah non, dis pas ça! Ah non, dis pas ça! Dis pas ça! Dis pas ça! » Parce que là, le débat en communication en ce moment sur le narratif, c'est ça. C'est deux équipes qui essaient de prendre le contrôle du narratif. Un nous dit Trump a manqué de classe, a été un président indigne, a fait venir Zelensky pour lui faire une embuscade, un dîner de cons, etc. L'autre côté, on nous dit Zelensky, c'est un ingrat, c'est un indécent, il n'y a pas de classe, il ne respecte pas les États-Unis, etc. Il ne veut pas la paix. Les deux se battent pour le narratif. Et quand Zelensky vient à Fox News dire « Je suis désolé de ça », ah non! Tu viens de lui donner raison! Que c'est effectivement, tu n'aurais pas dû faire ça, ou que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et encore une fois, probablement qu'il y a une question d'anglais là-dessus. Zelensky, clairement, en passant, dans cette entrevue, a dû regarder vers un traducteur pour demander qu'on lui traduise la question qui venait de lui être posée. Notamment la question précise à laquelle on fait référence en ce moment. On lui dit « Can the relationship with Trump be salvaged? » Et le mot « salvage », clairement, il a fallu qu'on lui... Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça peut être sauvé? Ensuite, répond. Donc, peut-être qu'il n'était pas complètement à l'aise avec les mots qu'il a sélectionnés, mais je vous le dis, en termes de relations publiques, d'avoir ouvertement concédé à la télévision américaine que « je suis désolé de ça », ça va très mal jouer. Ça va très, très, très mal jouer en faveur de Zelensky. Et donc, immédiatement, on a vu Zelensky repartir sur la défensive. Après avoir commis cette erreur narrative de reconnaître qu'il avait effectivement peut-être pas dû agir de la sorte et que ça aurait dû se passer autrement, le reste était extrêmement prévisible. Trump arrive d'une déclaration sur Truth Social dans les minutes qui suivent disant clairement Zelensky n'est pas prêt à faire la paix. Le libellé ici, c'est Zelensky n'est pas le bon pour faire la paix. Il reviendra quand il sera prêt à négocier. On sait que Trump agitait déjà le spectre d'une élection, puis la possibilité de remplacer Zelensky, comme quoi il n'y avait pas complètement la légitimité politique pour continuer à gouverner. Donc, vous comprenez que quand Trump fait allusion au fait que Zelensky ne veut pas la paix, ce que je veux dire par le narratif, Trump a été entièrement endossé par les actions de Zelensky. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Zelensky est ingrat. Il ne respecte pas les États-Unis. Il arrive ici en faisant des reproches dans le bureau ovale, en portant pas de complet. Vous me direz, c'est normal. Oh oui, c'est normal, je sais. Dans le narratif, Trump. Voilà pourquoi ça a été immédiatement repris. C'est là les erreurs qui ont été commises par Zelensky. On ne peut pas dire que ce n'est pas des erreurs. Quand on sait comment fonctionne l'administration Trump, quand on sait que c'était tout ça le narratif qu'il fallait contrer. Je veux dire, entre vous et moi, c'est exactement comme on fait. On fait des bullet points, puis on fait des lignes de presse le matin pour les politiciens. C'est spécifiquement ce qu'on écrit. Les lignes de presse, c'est pas pour vendre le message, c'est pour contrer le message de l'adversaire. C'est entièrement ça. On fait une revue de presse le matin. Le terme revue de presse, vous pensez que ça vient d'où? C'est que je suis un gars de com puis de sciences politiques. C'est que c'est là-dessus que j'ai grandi. Mes premiers travails, c'était de produire une revue de presse, de regarder qu'est-ce qui se dit partout ce matin, l'entièreté des journaux et qu'est-ce qui va nous être posé en question. Comment on va essayer de nous pincer aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait pour être prêt à ça? Non, c'est pas vrai, on arrive avec une déclaration prête, une ligne que tout le monde peut reprendre. Voilà le mandat de contrer le messaging de l'adversaire. Donc, quand on a Zelensky qui arrive sans porter de complet, oui, à faire des reproches dans le bureau ovale, oui, à s'en aller ensuite en disant qu'il a commis l'erreur. On dit qu'il ne veut pas la paix, on dit que c'est un obstacle au processus. Là, il vient d'incarner l'entièreté des reproches qu'on lui faisait. Donc ça, on peut aimer Zelensky, on peut dire que c'est un héros, c'est un leader. Politiquement, il a commis une faute qui va nuire à la cause de l'Ukraine, ultimement. Puis il faut le voir au nom de la cause ukrainienne elle-même, qui a besoin de l'appui américain, qui a besoin d'un appui européen, qui a besoin... Ce genre de négociation aurait dû être fait dans les portes closes. Et Zelensky, même si on lui présente un document, durant la conférence de presse, qui en passant clairement n'était pas parti pour être le cas, là. Peut-être entre-temps, avant la conférence de presse, peut-être ça aurait été fait en huis clos entre les deux, quelque chose comme ça, parce qu'on avait la rencontre au bureau ovale,
pause, conférence de presse de prévue. La conférence de presse n'a pas eu lieu. Donc, à quel moment était censé avoir lieu la signature? Dur de savoir. Mais Zelensky, de le faire publiquement devant les caméras, cette espèce de séance d'opposition préparée, c'était juste mal avisé. C'était juste mal avisé. Et là-dessus, bon, on s'entend, l'attitude du fait qu'on est dans une pièce avec des caméras, il y a quand même une latitude limitée, mais force est de reconnaître que ça aura nui ultimement à la cause de l'Ukraine. Et stratégiquement aussi, quand je vous dis, c'est qu'il a donné toutes les armes à Trump. Dans cette négociation-là, Trump a manqué de classe, a été indigne, a été si vous voulez, oui, absolument. Tout le monde a eu l'air clown là-dedans. Mais vous comprenez que dans une négociation, puis comme je vous dis dans l'échange narratif, Zelensky vient de concéder la négociation à Trump en lui donnant le prétexte qu'il voulait pour le lancer en dessous de l'autobus. Depuis le début, Trump veut juste ça, un prétexte pour lancer Zelensky en dessous du bus. Montrer à tout le monde, vous voyez, c'est un clown. Vous voyez qu'il est nuisible. Vous voyez que j'avais raison. C'est juste ça qu'il demande. Et là, Zelensky vient et donne à Trump exactement ce qu'il voulait. Le prétexte pour dire, bon, vous voyez, elle ne veut pas la paix. Je peux aussi bien négocier direct avec la Russie, parce que lui, il n'aide pas. Politiquement, c'est une erreur énorme, énorme. Et tout le monde s'en rend compte. Trump paraît pas particulièrement bien, avait l'air, comme je dis, désorganisé, ça avait l'air d'être n'importe quoi. Et cette crédibilité des États-Unis, ça va pas très bien, là. On va se le dire, la crédibilité de l'administration Trump, on en consomme plus qu'on en produit en ce moment-là. On en consomme beaucoup plus qu'on en produit, du capital politique. Cette histoire de tarifs avec le Canada qui change à tous les 3 jours, cette histoire de tarifs avec tous les pays qui change à tous les 3 jours, 5 10 25 tel métaux, non, tout au complet, non, le 2 avril, non, le 4 avril, non, dans 1 mois, non. Il y a une crédibilité très limitée là, dans une négociation comme ça où on utilise constamment le marteau. Puis à un moment donné, Trump, on commence à réaliser que son seul marteau, c'est les tarifs. Puis quand ton seul outil, c'est un marteau, bien, tous les problèmes ont l'air d'un clou. Et là, Trump se met à fesser sur tous les clous avec cette histoire de tarifs. Et le plus hilarant, c'était vraiment celui de la Russie en passant, qui était le plus explicite là-dessus. Quand Trump nous dit, là, s'ils veulent pas négocier, on va leur mettre des tarifs. Sur quoi? Vous comprenez qu'il n'y a plus aucun commerce entre les États-Unis et la Russie, ou à peu près pas. Peut-être quelques milliards, mais écoute, c'est une goutte d'eau dans l'océan de commerce international entre la Russie et les États-Unis. Et même avec l'Europe, il n'en reste plus beaucoup, là. Vous comprenez que notre livre de sanctions, on est pas mal rendu à la page 94. Alors, l'idée selon laquelle Trump allait contraindre la Russie à entrer en négociation avec l'Ukraine par la voie des tarifs, c'était comme un peu c'était l'évidence qui perce les yeux, que visiblement Trump utilise les tarifs comme cette espèce de marteau à tout cogner. Alors, maintenant, quand on nous parle de la disposition vis-à-vis l'Ukraine, vis-à-vis la Russie, etc., clairement, Trump vient d'obtenir, si on veut, les cadeaux qu'il voulait. Et Zelensky, ensuite, se retourne en Europe. Et là, on voit la séquence additionnelle, qui est tout à fait intéressante aussi en passant. Lorsque Zelensky, après cette rencontre, se rend immédiatement en Europe, à la demande des Européens en passant, en urgence. Parce que Keir Starmer, premier ministre du Royaume-Uni, Emmanuel Macron, président français, voient tout ça aller. Ils sont pas plus cons que moi, puis ils sont pas plus cons que vous et moi. Ils voient ça, puis ils voient que c'est grave pour l'Ukraine. Ils voient que ça a des implications sérieuses pour la continuité de l'implication américaine dans le processus de paix. Ils voient que ça a une implication sérieuse pour les garanties de sécurité que Washington pourrait donner. Ils voient que ça a une implication sérieuse sur la posture de Zelensky en tant que président. Et ils se disent, OK, il faudrait qu'on lui donne un peu d'aide, là. Il a besoin d'aide en ce moment, clairement. Donc, Zelensky se rend en Europe. Et là, on apprend que l'Europe envisage son propre processus de paix pour essentiellement combler ce qui n'a pas été offert par les États-Unis, ou du moins ce qu'on présume a été perdu dans cette rencontre. On fait l'article ici d'un
la lecture d'un article du Financial Times. Le Royaume-Uni et la France souhaitent un nouvel accord de paix avec l'Ukraine, Macron plaidant pour une trêve initiale d'1 mois. La Grande-Bretagne et la France vont mener une tentative européenne désespérée pour sauver les espoirs de paix en Ukraine, avec un plan qui, selon le président français Emmanuel Macron, inclurait une proposition de trêve initiale d'1 mois avec la Russie, couvrant les zones aériennes, maritimes et les infrastructures. Donc, à noter, on ne parle pas de la guerre terrestre. Le premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, a déclaré après un sommet à Londres dimanche que l'Europe interviendrait comme intermédiaire auprès de Zelensky pour tenter de mettre fin au combat après la dispute explosive du dirigeant ukrainien avec le président Donald Trump. Starmer et Macron promeuvent un accord qui, espère-t-il, verrait Trump fournir une couverture américaine aux troupes d'une coalition de volontaires européennes déployées pour garantir tout cessez-le-feu en Ukraine. Est-ce que ça ne fait pas des semaines, sinon des mois, qu'on vous en parle à la revue de presse? Que probablement qu'une mission de paix par les puissances européennes en Ukraine pourrait agir comme, si on veut, pilier fondationnel de cette alliance européenne qui remplacerait éventuellement ou qui complémenterait l'OTAN par l'absence des Américains. C'est un peu ce qu'on nous dit en ce moment. Une coalition de volontaires européennes. Starmer a déclaré que l'Europe doit faire le gros du travail, mais que cet effort doit bénéficier d'un soutien fort des États-Unis. De nouveaux détails du plan de paix européen sont apparus après que Macron a déclaré au Figaro que lui et Starmer avaient proposé une trêve initiale entre la Russie et l'Ukraine dans les airs, en mer et sur les infrastructures énergétiques pendant 1 mois. Macron a ajouté que cette approche aurait l'avantage de vérifier les intentions de la Russie et ce serait plus facile que de superviser une trêve sur le terrain le long de la ligne de front. En cas de cessez-le-feu, il serait très difficile de vérifier que le front est respecté. Donc, c'est pourquoi on exclut la guerre terrestre d'une manière. On nous dit vérifier s'il y a des tirs de petites armes, de petits calibres. C'est un peu plus difficile que juste écouter si tu entends un coup d'artillerie ou si tu vois un avion passer ou un bombardement, un missile, quoi que ce soit. C'est un peu plus facile de savoir que c'est un bris du cessez-le-feu. Downing Street a déclaré que Starmer souhaitait faire avancer le plan de paix avec élan, mais les alliés du premier ministre ont déclaré que la trêve d'1 mois n'était pas un plan britannique. Probablement, on entend donc une initiative française. Un responsable britannique a déclaré que plusieurs options sont sur la table, sous réserve de discussions plus approfondies avec les États-Unis et les partenaires européens. Le ministre britannique des Armées, Luke Pollard, a mis en garde contre une pause dans les combats en Ukraine qui pourrait permettre à la Russie de se regrouper. Donc, l'armée britannique, devant cette idée de la France de mettre un espèce de cessez-le-feu, du moins partiel, on nous dit « faites attention, ça pourrait se retourner à l'avantage de la Russie au bout de la ligne pour se regrouper le long de la ligne de front ». Pollard a déclaré à Sky News « La véritable inquiétude des Ukrainiens est que toute courte pause dans la guerre donne simplement aux Russes le temps de se réarmer, de se regrouper et de réenvahir le pays. » Le deuxième volet du plan de paix prévoit que Zelensky signe un accord avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Le deuxième volet du plan de paix prévoit que Zelensky signe un accord prévoyant que les États-Unis recevront une partie des revenus de certaines réserves minérales de l'Ukraine. Ce qui donnerait à Washington un intérêt économique dans un accord de paix. Trump voulait que Zelensky signe l'accord à Washington vendredi dernier. Ce qu'on dit dans cet accord de paix proposé par l'Europe, qui dit qu'on exclut Washington, c'est on va... Ah, sérieux! Je vais prendre une minute pour vous expliquer l'absurdité extrême de ce qu'on a devant nous, parce que des fois, à force de lire des mots qui sonnent si bien et si brillants comme ça, on vient à oublier qu'on a affaire à des stupidités hilarantes. Là, les États-Unis disaient à l'Europe, on envoyait un questionnaire en disant « Guys, remplissez ça ici et dites-nous, cochez les cases. Qu'est-ce que vous pouvez envoyer en Ukraine? » On en parlait dans la revue de presse. Initiative américaine qui disait « Vous allez vous occuper de l'Ukraine. Vous allez envoyer une force de maintien de la paix et peut-être qu'on va signer en bas de la feuille pour dire qu'on est d'accord puis que, OK, on verra. » C'était ça l'initiative de Donald Trump initialement, de dire « C'est votre problème. Dites-moi qu'est-ce que vous allez envoyer. » Puis après ça, nous, on peut peut-être coordonner tout ça pour s'assurer que l'Ukraine, mais nous, on veut un deal avec l'Ukraine. Si nous, on n'a pas un deal sur les minéraux, on ne signe rien puis on n'a pas de garantie de sécurité. Zelensky s'en va à Washington. Refuse ça. Chicane. Sort. Les Européens disent « Viens ici, on va t'aider. Viens nous voir, on va t'aider. Viens. » Pas fin, Washington. Va voir les Européens à huis clos, pièce fermée. Il ressort de là. C'est quoi le deal? On va t'envoyer une couple de soldats. Les États-Unis vont backer ça, puis en échange, toi, tu signes l'entente de minerais.
littéralement l'initiative américaine. C'est littéralement, ils sont revenus, ils sont allés voir les Européens, puis les Européens leur ont dit « Ouais, faudrait que tu fasses ce que Washington demande. » Je suis désolé de rire. C'est pas drôle, mais vaut mieux rire qu'en pleurer. Parce que là, Zelensky sort de cette rencontre à huis clos, et la première chose qui lui sort de la bouche, c'est « OK, on est prêt à signer l'entente, finalement. » Ah, c'est à pleurer, c'est ça, faut-tu rire, faut-tu pleurer, je sais pas, c'est hilarant, c'est à pu... Donc, à huis clos, les Européens, il ne faut pas s'en surprendre en passant. C'est là qu'on colle la bullshit puis l'espèce de bluff qui a été collé là-dedans. C'est que les Européens n'ont rien à offrir à Zelensky. Ils n'ont rien à lui offrir. Ils n'ont rien sur la table. Les Allemands n'ont pas d'armée. Les Français n'ont pas le goût d'aller s'impliquer là-dedans, du moins pas tout seuls. Les Britanniques n'ont pas envie. Les Français, la seule raison pour laquelle ils veulent aller s'impliquer en Ukraine, soyons clairs, c'est qu'ils voient qu'ils sont les big dogs militairement et que nécessairement, s'il y avait une intervention européenne en Ukraine, ce serait mené par la France. Que ça positionnerait la France comme leader de l'espace sécurité européen. C'est juste la géopolitique. L'Ukraine n'a pas la France n'a pas de plaisir particulièrement à y aller. Elle voit seulement que ça va avancer ses intérêts pour très peu de risques, très peu de coûts. Parce que tu es le plus gros dans la pièce, tu es le seul avec une force de dissuasion nucléaire complète, tu es le seul avec une armée crédible, à part peut-être la Pologne, la France, clairement, mènerait cet effort. Et donc, vous voyez, la France essaie de coacher tout le monde à y aller avec elle. Mais force est de reconnaître que l'Europe, le reste de l'Europe, n'a rien à offrir à l'Ukraine, assez que quand il a été s'asseoir avec eux après cet épisode traumatique, le mieux qu'ils ont eu à lui dire, c'est « Ouais, couche tapis, mon homme. Couche tapis. Parce qu'on peut rien t'aider, on peut pas... » Zelensky sort et « Ouais, on serait prêt à signer l'entente de Minérets, finalement. » L'entente que je toucherai jamais, puis sorti de là en me choquant avec Trump. Puis... La posture de Zelensky est vraiment plus très bonne au point où on en est. Vous comprenez que c'est sa posture politique, sachant que oui, il y avait toute cette question de légitimité, etc., où Trump fait ouvertement allusion au fait qu'on pourrait le remplacer, placer quelqu'un d'autre de plus avenable aux intérêts américains, qui pourrait être plus favorable. Zelensky... On va nommer un tabou. C'est nous autres qui l'avons mis là, Zelensky. C'est nous autres qui l'avons mis là, puis c'est nous autres qui va l'enlever. On l'a mis là pour une raison. Zelensky était là pour la guerre. Quand la guerre finit, c'est triste, c'est l'expiration politique de Zelensky. C'est ingrat, c'est extrêmement ingrat, ça n'a aucun sens. Mais il a été positionné comme un allié des États-Unis. Il y avait une posture où son rôle dans l'histoire, c'était d'avancer ces quelques éléments, d'avancer la posture américaine en Ukraine, de mener la guerre, de servir, si on veut, de tentacule américaine contre la Russie dans cet échange précis. C'était un peu clair. Pourquoi je vous dis ça, c'est que c'était un peu clair qu'après la guerre, Zelensky n'allait pas rester à l'infini, là. C'était un peu clair que quand on installe quelqu'un pour une raison très précise, ben quand on a fini avec la raison en tant que telle, quand on a fini avec ce qu'on avait comme idée, il n'y a plus son utilité, là. Il ne sert plus à rien. De la même manière que quand, par exemple, Kadhafi a décidé d'ouvrir ses réserves de pétrole à l'Occident, c'est devenu un ami, on l'aimait, jusqu'à ce qu'il décide de les fermer. Soudainement, on n'avait plus accès aux réserves de pétrole. On a tassé Kadhafi, on l'a enlevé tout simplement. Aujourd'hui, on a repris le contrôle de tout ça. On a Haftar d'un côté, on a le régime de Tripoli, le régime de... Donc, il y a moyen d'avoir ce qu'on veut au bout de la ligne. Mais Zelensky, sa posture ne lui permet plus de négocier autant qu'il y a un an, par exemple. La guerre, c'est ce qui permet à Zelensky de rester au pouvoir, d'une certaine manière. Donc, il y a un intérêt là-dessus qui est difficile à évacuer. Hein? Quand on disait, par exemple, regardez Churchill, sorti du pouvoir la seconde que la guerre s'est terminée. C'est pas parce que Churchill n'était pas un héros dans le contexte militaire britannique de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas parce qu'il n'a pas servi la cause britannique. C'est juste parce que politiquement également, il n'a pas été installé là non plus en passant Churchill. C'est vraiment juste une question qu'une fois que sa mission politique est terminée, les gens ont tendance à passer à autre chose. Et là, Zelensky, son expiration politique, c'est nécessairement la fin de la guerre.
Lorsque la guerre se termine, probablement qu'il y aura quelqu'un d'autre qui prendra sa place, que ce soit par une démission, que ce soit par une élection, ou peu importe, par un remplacement de force par les Américains. Il ne faut pas, encore une fois, négliger à quel point on a des amis qui sont devenus ennemis. J'en parle toujours parce que c'est que ça, l'histoire du monde. C'est que des ennemis qui deviennent amis et des amis qui deviennent ennemis en fonction de « est-ce que tu manges dans notre main en ce moment? » Et ceux qui ne mangent pas dans notre main, ben, on ne les tolère pas très longtemps. Alors, Zelensky émerge de cette rencontre avec l'Europe en voyant qu'il n'a plus aucun levier. Politiquement, plus de levier. L'Europe, plus aucun levier. Stratégiquement, plus de levier. Militairement, plus de levier. Vous pouvez dire ce que vous voulez, là. C'est ça que je trouve un peu qui est déconnecté avec la réalité. C'est que je parle de tout ça avec certains d'entre vous. Et 97% comprenaient la situation extrêmement inconfortable qu'il y a sur le terrain. Comme quoi on choisit, encore une fois, entre de l'indésirable et de l'intolérable. Mais une partie d'entre vous, non négligeable, regardez la proposition indésirable en vous disant « Quoi? Mais pourquoi on accepterait ça? Ça n'a aucun sens! » En négligeant que l'alternative est intolérable. L'alternative à une solution négociée avec la Russie actuellement, c'est quoi? C'est plus de guerre. C'est de continuer la guerre. Ça fait abstraction d'un constat militaire absolument indéniable, indiscutable, que l'Ukraine arrive au bout de son énergie pour mener cet effort militaire. On peut dire, non, il faut continuer à se battre, là, puis ils vont... Ça fait abstraction du fait que l'Ukraine ne peut plus se battre, que l'Ukraine manque d'hommes, que l'Ukraine manque d'argent, manque de ressources, manque d'énergie, manque de morale. Ça fait abstraction de tout ça. Donc, c'est ce que je trouve un peu ridicule quand on entend des gens en Occident qui sont comme « L'Ukraine ne peut pas accepter cette entente-là, ça n'a aucun sens ce que propose Trump de faire des concessions à la Russie territoriale, etc. Ça n'a aucun sens qu'il ne leur donne pas le membership dans l'OTAN. » C'est comme « Guys, l'Ukraine a perdu la guerre. » Oui, l'Ukraine a été envahie. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, la Russie est à blâmer à 200% pour cette invasion. Oui, c'est une attaque de la souveraineté d'un autre pays souverain. Oui, mais ils ont perdu la guerre. It's the rule of the gun. On ne peut pas changer l'état des choses sur le terrain. Donc, devant tout ça, devant le fait que l'Ukraine ne peut pas continuer cet effort militaire à l'infini, devant le fait que visiblement la Russie a encore le momentum et que si on continue la guerre, on va être dans un pire endroit dans 1 an qu'on l'est en ce moment. Comme on est en ce moment dans un pire endroit qu'on l'était il y a 1 an. Donc, il y a une posture qui est un peu incompatible avec la réalité, là, quand on dit qu'il y a comme une option dans laquelle l'Ukraine continue juste à se battre puis fait comme si de rien n'était. Ça n'existe pas. Il faut que ça arrête. La question, c'est est-ce qu'il y a des garanties de sécurité pour empêcher que ça se reproduise down the line? C'est ça la vraie question. Les Américains, de leur proposition, et d'ailleurs, on reprend le paragraphe du Financial Times ici. Le 2e volet du plan prévoit que Zelensky signe l'accord prévoyant que les États-Unis recevront une partie des revenus des réserves minérales de l'Ukraine, ce qui donnerait à Washington un intérêt économique dans un accord de paix. L'idée est encore, on revient là-dessus, que si les États-Unis ont un intérêt politique, stratégique, économique dans la survie de l'Ukraine, en disant si on t'exploite puis que t'es notre vache à lait, ben oui, on va te défendre. On ne voudra pas que quelqu'un vienne jouer dans nos talles, naturellement. Si les Russes viennent pour attaquer un de nos gisements, ben, c'est là. Là, naturellement, les Américains auraient un intérêt. Et la suggestion alternative, elle n'est pas complètement répréhensible non plus. Elle l'est dans le contexte des engagements précédents des États-Unis, quand on dit les Américains ont promis à l'Ukraine qu'elle allait être là après. OK, si on prend ça, ça n'a aucun sens ce qui est en train de se produire. Les Américains doivent une garantie de sécurité à l'Ukraine. Si on prend la posture de Trump qui dit « Je m'en fous, c'est la guerre de Biden », les Américains disent ouvertement qu'ils ne veulent pas être en Ukraine et que ce n'est pas leur guerre, que ce n'est pas leurs affaires. Non, m'en fous, rien à faire. Même si la Russie attaque l'Ukraine, les Américains sont en train de dire « C'est pas de mes affaires. Je n'ai pas d'intérêt là-dedans. Je n'ai pas d'intérêt stratégique à ce que tu existes ou pas. » Alors, on comprend que la garantie de sécurité n'existe absolument pas et que la seule manière, mais c'est effectivement, il faut que les Américains extraient quelque chose de l'Ukraine là-dedans. Et là, je sais, c'est un autre point qui est super tabou, là. Mais arrêtez de vous mettre la tête dans le sable, s'il vous plaît. De tout temps, ceux qui ont financé la guerre
ont cherché à en tirer un dividende de tout temps. Que ce soit avec la Première Guerre mondiale puis les grandes banques américaines qui finançaient les deux côtés, que ce soit avec la Deuxième Guerre mondiale, avec le plan Marshall américain qui aura endetté l'Europe, en fait, qui aura permis aux États-Unis d'extraire une richesse inimaginable et d'aligner les pays européens avec elle, et avec le dollar américain qui aura été imposé quand? À travers les accords de Bretton Woods. En 1944, on fait venir ces 1944, je pense, c'est 44, on fait venir les délégués d'une quarantaine de nations à travers le monde, je pense que c'est 44 exactement, et on leur expose ce système de Bretton Woods, du dollar américain, du FMI, de la Banque mondiale, de ces outils qui allaient permettre la domination économique américaine. Et les Américains prennent le contrôle des grands passages maritimes, les Américains prennent le contrôle du commerce international, prennent le contrôle de toutes les grandes institutions, créent l'ONU. Tout ça en dansant sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est ce que je veux dire par, faut quand même comprendre que de tout temps, ceux qui sont tenus à l'extérieur d'une guerre et qui l'ont financée, cherchent naturellement à récupérer leur investissement après la fin de la guerre. Naturellement. Pour ce qui est de l'Ukraine, soyons pas naïfs, ça allait toujours être le cas. La question, c'est est-ce que ça allait être maquillé ou est-ce que ça allait être fait aussi explicitement au grand jour comme on le voit en ce moment? Normalement, c'est maquillé. Normalement, c'est maquillé. Et c'est notamment ce qu'on essayait d'exposer quand on couvrait la question dans le documentaire sur Kadhafi. L'incroyable histoire de Kadhafi, ce qu'on découvre dans la partie 2 notamment, c'est que la France était arrivée à une entente secrète avec les rebelles du CNT, du Comité national de transition, pour obtenir 35% des réserves de pétrole libyennes en échange de bombarder Kadhafi. Et voilà votre dividende. Oh oui, on va faire la guerre pour toi. C'est quoi que tu as en échange? Normalement, c'est fait en secret. Normalement, c'est fait en coulisses. C'est fait derrière des portes closes. On reprochera à Trump de le faire explicitement et publiquement. Est-ce que c'est différent de ce que font les puissances depuis des centaines d'années? Non. Et ça, je veux dire, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Est-ce que c'est bon? Saluable? Moral? Non! Arrêtez de mélanger les concepts. On décrit des choses. On ne les vante pas, on les félicite. On décrit le phénomène. Force est de reconnaître que de tout temps, les puissances ont cherché à extraire quelque chose à l'issue d'un conflit, que ce soit pour l'URSS aussi, que c'est remboursé avec les États post-soviétiques, c'est remboursé avec l'Allemagne de l'Est. C'est pas normal, mais c'est typique, disons. Très typique. Donc, à cet égard, si on prend effectivement la posture américaine qui dit « on n'a pas d'intérêt en Ukraine, c'est pas de nos affaires, on veut rien savoir là-bas », mais la seule manière de les rendre intéressés, c'est qu'il y a un intérêt. C'est qu'il y a une forme de contrepartie, comme l'ont fait les rebelles du CNT, en disant « non, vous n'avez aucun intérêt à ce que le CNT prenne le pouvoir. » Mais, si on vous donne 35% de notre pétrole une fois qu'on est au pouvoir, là, finalement, OK, là, on va placer le CNT au pouvoir. Là, soudainement, ça devient payant. Alors, toute cette initiative, normalement, ça se passe en coulisses. On continue avec l'article du Financial Times là-dessus. L'ambassadeur du Royaume-Uni a exhorté Zelensky à signer l'accord. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington a exhorté Zelensky à signer l'accord et appelé l'Ukraine et tous les dirigeants européens à apporter un soutien sans équivoque à l'initiative prise par le président Trump. Autre signe de la dernière réflexion britannique, Mandelson a déclaré à ABC « L'Ukraine devrait être la première à s'engager à un cessez-le-feu et défier les Russes à suivre. » Les Ukrainiens n'ont pas d'amis en Europe. Ils n'en ont pas. Il y a la France, comme je vous dis, qui veut mener. C'est pas pareil. Elle ne veut pas aider l'Ukraine, elle veut mener. Elle veut être vue au sommet. Ce qui est bon, ce qui est compréhensible pour un pays. C'est normal. Tu veux être vu aux plus hautes instances, tu veux être vu en train de diriger les autres, tu veux être vu comme la puissance meneuse de l'Europe, surtout dans un contexte où l'Allemagne est en train de réfléchir à peut-être se réveiller. Force est de reconnaître que la France, actuellement, est la seule puissance militaire crédible en Europe. Et crédible, on met un astérisque en passant. Crédible au regard des autres, pas crédible autour. Autrement, la force de dissuasion française est partielle. Ce ne serait pas suffisant pour empêcher la Russie de faire quoi que ce soit. On l'a vu d'ailleurs. On l'a vu. Short d'un engagement ferme de Washington, les Russes font ce qu'ils veulent, les Chinois font ce qu'ils veulent.
La France a une capacité, quand je veux dire partielle, je veux dire, c'est pas une capacité de projection mondiale. Elle n'a pas capacité d'aller intervenir dans le Pacifique, elle n'a pas tout juste la capacité d'intervenir en Afrique. La capacité de projection est beaucoup plus régionale, européenne, etc. C'est pas un reproche, c'est une observation sur le fait que on peut pas non plus voir la France comme étant une superpuissance au titre de la Russie ou des États-Unis ou de la Chine. Alors, dans ce contexte de personne qui veut aider l'Ukraine, et là d'ailleurs, les Britanniques qui donnent un prêt de 4 milliards. Zelensky sort de la pièce avec un prêt de 4 milliards de la part du Royaume-Uni, qui est beaucoup d'argent, absolument. Mais il y a une garantie. C'est un prêt. C'est pas un don. L'intervention britannique dans cet échange fait comme nous relever à quel point les Américains étaient peut-être pas avait pas la pire des propositions sur la table, au sens où ce que les Américains disent, c'est on vous a donné de l'argent plutôt, c'était un don, soyons clairs, la plupart de l'argent, pour avoir spécifié, là, la plupart de l'argent qui avait été remis par les Américains était sous forme de dons. On a parlé beaucoup du Lend-Lease au départ, ce qui moi-même m'avait apporté à confusion. J'avais l'impression que beaucoup étaient fournis sous le Lend-Lease. En fait, le Lend-Lease a été désactivé presque instantanément. C'était surtout un move de relations publiques. On a parlé du Lend-Lease parce que ça évoquait la Deuxième Guerre mondiale, etc., l'effort massif de production. Mais le fait est que beaucoup a été donné à l'Ukraine de la part des États-Unis. On présumait que ça allait être arrangé éventuellement, qu'on allait avoir des concessions, soit économiques en Ukraine, effectivement, comme les minerais, etc., en coulisses, soit qu'elle allait avoir des opportunités d'investissement ailleurs, ou soit encore que, ça c'est le plus malhonnête, qu'elle allait avoir des réparations de la part de la Russie, qu'on allait extraire des centaines de milliards de la part de la Russie, qui allaient être mis non pas à l'Ukraine, mais aux États-Unis pour rembourser leur paiement. Donc, toute la logique derrière le financement de l'Ukraine est un peu ambiguë pour les États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est difficile pour l'Ukraine de dénoncer l'attitude américaine de vouloir remboursement quand tout ce qu'elle obtient de la part de l'Europe, ce sont des prêts. Il n'y a personne qui donne. Tout le monde demande une forme de garantie, autant pour des sommes que pour des hommes. Si tu veux du monde, ça prend un cessez-le-feu ferme. Ça prend que les Américains vont backer ce cessez-le-feu-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire en passant? Quand les Européens disent « On est prêt à envoyer du monde, mais juste à condition que les Américains signent en bas pour endosser. » C'est comme aller demander une carte de crédit, une carte bancaire, demander à ses parents d'endosser en bas de la feuille. C'est que les Européens savent eux-mêmes que ça vaut rien si les Américains sont pas là. Ils savent eux-mêmes que d'envoyer des hommes en Ukraine sans une garantie de sécurité, il n'y a rien qui empêcherait la Russie de faire quelque chose. Puis tout ce qu'il ferait, c'est qu'il aurait placé les hommes dans une zone extrêmement dangereuse où il pourrait réapparaître un conflit demain matin. Fait que même eux savent qu'il y a un risque que la guerre recommence si les Américains ne viennent pas effectivement endosser tout ça. Donc on t'enverra même pas d'hommes si ce n'est pas de Washington qui nous donne le feu vert. Il n'existe pas d'initiative stratégique en Europe. C'était romantique. L'idée était bonne. L'idée était tellement romantique, ça fait des mois qu'on en parle à 7 jours sur temps en revue de presse, à dire que l'Europe a besoin de cette autonomie stratégique sur son espace sécuritaire, qui est nécessaire pour elle d'être en mesure de projeter sa propre puissance selon ses propres intérêts stratégiques, indépendamment de la capacité de dissuasion de Washington. C'était romantique de penser que ça allait peut-être enfin se produire. L'Europe, encore une fois, déçoit. Encore une fois. Et ce qui m'amène à réfléchir au fait que peut-être ce à quoi tout ça va émerger, ce ne sera pas sur ce qu'on imaginait, cette grande Europe unie autour de la question de l'Ukraine qui va former une alliance défensive et tout le monde va chanter Kumbaya en disant c'est le début d'une ère nouvelle. Peut-être que ce qu'on va découvrir, c'est un retour à l'Europe des nations. Un retour à des alliances entre ces grands joueurs où là, on voit qu'est-ce qui se passe. C'est la France et le Royaume-Uni qui ont leur discussion d'un côté, alors que la Pologne et l'Europe de l'Est sa discussion de l'autre, alors que l'Italie et l'Allemagne est en train d'avoir leur propre discussion de leur côté, alors que les Pays-Bas, eux, ont leur propre réflexion. Ça risque d'éclater sur quelque chose de bien semblable à ce qu'on a vu au cours du 20e siècle essentiellement. Tout au long du 20e siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait le dire, une Europe des nations, avec des alliances, avec des réseaux de partenariat, avec des trucs un peu plus fragiles qui pourraient effectivement se démembrer au premier conflit. On continue d'ailleurs avec deux thèmes
qui rejoignent directement là-dessus. On va essayer de faire ça rapidement, parce que je vois que j'ai passé déjà beaucoup de temps sur la question ukrainienne. On continue avec Macron, qui nous mentionne, c'est cette espèce, quand je parle de la dualité entre la France et l'Allemagne, de qui va émerger comme le leader. D'un côté, bon, la France, connectant avec ce qu'on mentionnait vis-à-vis son intention d'être vue en train de mener. La France nous dit aujourd'hui qu'elle évalue la possibilité sérieuse d'envoyer ou de partager plutôt ses armes nucléaires avec le reste de l'Union européenne ou avec certains pays sélects. Les paramètres exacts derrière tout ça, je vous avoue qu'il est encore un peu ambigu et difficile de connaître la nature de la proposition. Le président français Emmanuel Macron, à la tête d'une des deux puissances nucléaires en Europe, avec le Royaume-Uni, s'est dit prêt vendredi à ouvrir la discussion sur la dissuasion nucléaire européenne, après une demande en ce sens du futur chancelier allemand Friedrich Merz. C'est important de le comprendre. L'Allemagne a d'abord évalué la possibilité, a évoqué l'idée si la France pourrait peut-être, et si le Royaume-Uni pourrait peut-être partager leurs armes nucléaires afin d'offrir une dissuasion aux autres pays. C'est un concept qui n'est pas nouveau d'ailleurs en passant. Si je me souviens bien, l'Arabie saoudite a déjà négocié pour quelque chose de semblable. Et il y a eu des rumeurs durant les années 90, 2000, comme quoi l'Arabie saoudite avait possédé des armes nucléaires américaines dans un programme d'échange, que c'était une manière de dissuader une invasion par l'Irak à ce moment, de Saddam Hussein, etc. Il y a eu des rumeurs, ça n'a jamais été confirmé. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. Regardez par exemple la Turquie. La Turquie possède à la base militaire de Incirlik, possède des bombes H américaines, B-21 si je me souviens bien. Des bombes, c'est une puissance considérable, qui sont certes obsolètes au sens de l'armement moderne, mais qui sont quand même des bombes nucléaires, des bombes à hydrogène en fait, qui sont sur le territoire turc dans une espèce de programme d'échange nucléaire. L'idée derrière ça, c'est de dire, et c'est très logique, c'est de dire, tu veux des armes nucléaires, soit je t'en prête, soit tu t'en crées toi-même. Je préfère de loin le scénario dans lequel je te prête les miennes et je contrôle quand même ces armes. Je garde le contrôle, je garde la procédure de lancement, je garde le contrôle sur la chaîne d'approvisionnement, sur le cycle sécuritaire, si on veut, puis de mise en vie, puis de mise hors service. Les pays préfèrent de loin ça. Ça donne un levier stratégique gigantesque aussi, vous le comprendrez. Avec Erdogan, on protège essentiellement son pays. On a une capacité de dissuasion nucléaire qui est appliquée à la Turquie depuis l'extérieur. Donc, c'est un levier stratégique énorme et c'est pourquoi, notamment, la France aurait avantage à le faire. C'est pas pour rien que la France étudie la possibilité. Si on le voit au sens d'un regard très myope, on se dirait pourquoi la France partagerait ses armes nucléaires. Elle a l'avantage de garder pour elle puis être la plus forte, être la seule avec une capacité de dissuasion et à négocier ça à la pièce. Au contraire, si on le voit dans l'horizon, c'est un énorme levier stratégique qui permet d'éviter que tous les autres autour lancent leur propre programme nucléaire. Alors là, ça devient très intéressant pour la France. L'Allemagne, pourquoi l'Allemagne n'a pas d'armes nucléaires? La réponse est un peu évidente. Naturellement, on n'adore pas l'idée de la nucléarisation en Europe. Naturellement, on essaie de dénucléariser beaucoup plus que d'ajouter à l'inventaire d'armes nucléaires et de programmes nucléaires qu'on a déjà sur la planète. C'est chaque fois une catastrophe quand ça se produit, mais au sens purement stratégique, pas moral, pas politique, pas humanitaire. Pourquoi l'Allemagne n'a pas d'armes nucléaires? Il se pose la même question. Alors, du côté de la France, probablement qu'on a la même réaction à se dire, oh, et effectivement, l'Allemagne pourrait prétendre à un programme nucléaire. Elle pourrait, que ce soit secrètement ou publiquement. L'Allemagne a plusieurs réacteurs nucléaires qui ont certes été mis hors service à travers justement les dernières années, dans la foulée de l'incident à Fukushima au Japon, qui a vraiment propulsé une dénucléarisation en Allemagne, puis un transfert vers le gaz naturel qui aura été bien réfléchi d'ailleurs, du génie. Ça s'est vraiment bien tourné pour l'Allemagne. Mais force est de reconnaître que l'Allemagne a la capacité de développer un programme nucléaire si jamais elle le désire, que ce soit publiquement ou en privé. Donc la France regarde ça aller et se dit on va te prêter les nôtres. On va te prêter les nôtres à toi, à la Pologne, à tous les pays d'Europe de l'Est, en se disant, ça agira d'une manière comme une capacité de dissuasion terrestre. Quand tu as envoyé 70 000 hommes en Ukraine ou dans les pays d'Europe de l'Est, si l'OTAN, la garantie de sécurité de l'OTAN ne tient plus, parce que les Américains ne sont clairement pas à 100% à bord,
une garantie nucléaire qui, sur papier, suffit de l'écrire. C'est vraiment juste ça. Hein? Quand on dit une doctrine nucléaire, en ce moment, la doctrine nucléaire française, c'est le président choisi. C'est l'unicité du président. Le président contrôle tout, il est ultime, c'est lui qui décide s'il appuie sur le bouton. Il est le seul à déterminer si c'est nécessaire, si les conditions sont remplies. C'est la doctrine nucléaire française. S'il y a une menace à l'État français, ça serait écrit. Autant que les Russes, on en parlait à la revue de presse d'ailleurs récemment, ont changé leur doctrine nucléaire. Mais juste changer les propos noir sur blanc, ça change considérablement le calcul stratégique. Donc quand tu dis, à partir de maintenant, la Lituanie, la Lettonie, vous êtes tous couverts dans le parapluie sécuritaire français, parapluie nucléaire français. L'Allemagne, vous êtes couverts dans le parapluie nucléaire français. Alors non seulement, soudainement, la France is the big dick en Europe et de loin, mais encore plus que ça, elle se met à être vraiment le corps arrière de l'espace sécuritaire européen parce que c'est elle qui a les bombes. Vous ne pouvez pas la contraindre à participer. Non, c'est elle qui a les bombes. C'est elle qui, à partir de maintenant, détermine le plan de match. C'est un peu comme le corps arrière qui a le ballon. C'est à elle de déterminer quel jeu on va jouer. Donc la France, de son côté, c'est vraiment une opportunité fantastique et l'Allemagne est en train essentiellement de céder ça à la France en disant « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous placer en subordonné en dessous de votre armée? » C'est une demande très polie de la part de l'Allemagne et pour un pays comme la France, avec l'historique et bien sûr dans l'espace européen, c'est vraiment un coup de circuit incroyable. Donc, devant le spectaculaire rapprochement des États-Unis de Donald Trump avec la Russie, Friedrich Merz a jugé nécessaire que l'Europe se prépare au pire scénario, d'une OTAN dépourvue de la garantie de sécurité américaine, y compris le nucléaire. Si les collègues veulent avancer vers une plus grande autonomie et des capacités de dissuasion, alors nous devrons ouvrir cette discussion très profondément stratégique. Elle a des composantes très sensibles et très confidentielles, mais je suis disponible pour que cette discussion s'ouvre, dit Macron. Parlant de ça, dans ce contexte, on continue avec l'Allemagne. Prochain point très rapide que je vais absolument avoir la chance de traiter aujourd'hui. On a cet article de Politico qui nous mentionne cette semaine. On apprend que l'Allemagne envisage un accord de dépenses massif pour se réarmer avant que l'extrême droite ne puisse le bloquer. L'AfD, bien sûr, de son côté, qui est typiquement plus fiscalement responsable, plus économe en termes de dépenses publiques. Et il y a aussi ce consensus en Allemagne pour la responsabilité fiscale, de dire on ne crée pas de dette. Le moins possible. Il y a un plafond de dépenses. On n'a pas le droit de créer de dette en Allemagne. L'expérience allemande vis-à-vis la création monétaire, on est un peu traumatisé de l'entre-deux-guerres, de la période d'hyperinflation qui avait été connue en Allemagne, de ces billets d'1 milliard de Reichstag. Les Allemands ont gardé ça en mémoire et donc, depuis un certain nombre d'années, ont fait un effort surhumain pour garder leurs finances publiques en ordre. La pandémie a donné tout un coup de valse là-dedans, bien sûr, et on a donc un peu gelé tout ça en attendant. Aujourd'hui, les Allemands sont en train de se demander, est-ce qu'on doit, encore une fois, mettre sur pause toute cette notion de responsabilité fiscale et nos obligations qu'on se donne nous-mêmes, d'avoir des budgets balancés, équilibrés, etc. Est-ce qu'on devrait mettre ça sur pause, sur la glace, le temps de se réarmer? C'est la proposition qui est essentiellement mise sur la table par le nouveau gouvernement allemand. Et il est question d'un paquet, tenez-vous bien, de quelques 200 milliards d'euros qui sera autorisé de manière spéciale et urgente pour réarmer les forces militaires allemandes. Les conservateurs vainqueurs des élections allemandes du dimanche envisagent de contourner les règles strictes de dépenses afin d'adopter un plan de défense potentiellement massif, alors que l'inquiétude grandit quant au fait que les États-Unis ne protégeront plus l'Europe. Cette mesure pourrait être adoptée d'ici quelques semaines. Pour contourner les restrictions budgétaires constitutionnelles allemandes, il faut une majorité des 2/3 au Parlement, ce qui pourrait permettre aux deux partis qui ont obtenu des bons résultats lors du 23 février, l'AfD, et la gauche, qui s'oppose aux dépenses militaires, de bloquer le projet. Les législateurs nouvellement élus en Allemagne doivent se réunir d'ici le 25 mars. Les parlementaires ont confirmé que des discussions sur un éventuel plan de dépenses militaires et la manière de le financer étaient en cours. Nous discutons, mais il est bien trop tôt pour en parler maintenant, a-t-il dit. Je trouve que c'est très difficile pour le moment, mais comme j'ai dit, il y a des discussions. C'est tout ce que je peux dire. Merz et le chancelier allemand sortant Olaf Scholz du Parti social-démocrate se sont rencontrés pendant plus d'1 heure à Berlin, selon un article de Bloomberg. Merz aurait approché l'SPD pour négocier un programme spécial de dépenses de défense de 200 milliards d'euros.
Le frein à l'endettement allemand est inscrit dans la Constitution par la chancelière de l'époque, Angela Merkel, en 2009, après la grande crise financière de 2008, et limite le déficit budgétaire structurel à 0,35 % du produit intérieur brut, sauf en cas d'urgence, qui avait donc été élevé durant la période de la COVID. On nous dit aujourd'hui, est-ce qu'on devrait donc créer ce paquet de 200 milliards? Essentiellement, l'idée, c'est de le compter comme une dépense spéciale, de ne pas le compter dans les dépenses du gouvernement. Comme ça, on n'aurait pas besoin de respecter les obligations de déficit. On ferait comme si ce serait un one-time expense, autrement dit, une dépense d'un seul coup qui ne reviendra plus, et c'est pour se mettre à jour. Donc, dans ce contexte, vous voyez comment ça sent en Europe. Ça sent la pisse. Tout le monde a peur. Les Français ont peur, les Britanniques ont peur, l'Europe de l'Est a peur. Tout le monde a l'impression que les Américains vont arrêter de défendre l'Europe et donc, naturellement, on cherche des alternatives. Pour ce qui est de l'Allemagne, on se dit, avez-vous des bombes nucléaires? Est-ce qu'on peut avoir vos bombes? Est-ce qu'on peut avoir la protection nucléaire? Nous, de notre côté, on va mettre 200 milliards de dollars pour se réveiller, réarmer l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas un événement géopolitique incroyable en soi que de voir le réarmement de l'Allemagne en 2025? Alors, clairement, l'Europe, ça bouge. Clairement, au cours des prochains jours, on va assister à des développements vis-à-vis l'entente entre Zelensky et Trump. Pour ce qui est du processus de paix, pour ce qui est des prochaines étapes, moi, je vous le dis, il y aura probablement une autre rencontre, cette fois, on l'espère, à huis clos, entre Zelensky et l'administration américaine, peut-être même pas avec Trump personnellement. Il ne faudrait pas se surprendre s'il n'y a plus aucun échange entre Trump et Zelensky personnellement. Est-ce que Trump va tolérer Zelensky au pouvoir? Peut-être. Le temps nous le dira. Est-ce qu'il va le... Mais Zelensky, au point où on en est, n'a plus le choix de faire tout ce que Trump demande. À cause justement de ce qu'on vient de dire. Parce que Trump le tolère au pouvoir. S'il faut que ça devienne une nuisance encore, et qu'il se remette à être un peu trop dur dans les négociations, et qu'on exige des garanties, on va se débarrasser de lui ou négocier par-dessus sa tête, comme on avait l'intention de le faire depuis le début. Les Américains avaient toujours l'intention de négocier par-dessus sa tête, et là, il vient de donner le prétexte de le faire. Et les Européens donnent ouvertement, l'autorisation à Washington de négocier au nom de l'Ukraine. Alors, on n'a pas le discours qu'on voit dans les médias mainstream en ce moment, que je trouve très curieux d'ailleurs. Je vous avoue, moi j'ai de la difficulté. La seule manière que ça s'explique, c'est que c'est des gens qui suivent l'actualité du jour au jour. Ça change. Commente la nouvelle. Ils n'ont pas regardé le contexte, ils n'ont pas vu comment on est arrivé à ça, ils n'ont pas compris toutes les implications. Ils voient juste la conférence de presse, ils regardent un segment de 9 minutes et ils commentent qu'est-ce qu'ils voient dans cette boîte. Notre travail, autant que possible, c'est de vous montrer tout ce qui est venu avant, après, d'essayer de comprendre le contexte puis les implications plus larges derrière ça. Vous le voyez, I don't have a dog in this fight. Je suis pas en Ukraine, j'ai pas de famille en Ukraine, j'ai pas de famille en Russie. Il y en a qui prennent plaisir à me dire que je suis un pro-américain, pro-russe, pro-ci, pro-ça. Ça en vient un gag. Ceux qui ne le savent pas encore, on me pose encore la question. Cette casquette de la CIA, c'est là pour ça. C'est là pour rire de cette blague éternelle qu'on est toujours associé à l'un ou l'autre et qu'il y a toujours quelqu'un avec la main dans mon cul. Nécessairement, il faut que je sois une marionnette de quelqu'un. Que ce soit du FSB, des Américains, d'Israël. Il y a toujours quelqu'un avec la main dans mon cul. Je vous le dis juste sérieusement, I don't have a dog in this fight. Je regarde ça de l'extérieur, puis j'essaie vraiment de vous en faire une lecture aussi honnête et impartiale qu'on peut. Avec, quand il y a quelqu'un qui fait un bon coup, on le dit. Quand il y a quelqu'un qui est dans la merde, je vais le dire. Alors, pour le meilleur et pour le pire. D'ici là, partagez l'amour, semez l'espoir. Je vous aime. Bye bye.